Eh bien, on y est presque, mais je vous propose de démarrer tout de même. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Institut de gestion sociale, formation continue. Paolo Antonio Lopez, je représente la filière ressources humaines que j'anime, que j'ai le plaisir d'animer depuis le 1er juillet 2020, entre deux confinements. Nous avons souhaité lancer cette année, en fin d'année, une série de webinaires pour faire des focus sur un certain nombre de sujets liés à l'actualité, et notre actualité ressources humaines, et ça ne manque pas. Entre deux confinements, on souhaitait maintenant faire un point et avoir un peu de recul sur quasiment 6 mois passés depuis les premières alertes liées à la crise sanitaire et faire le point sur les mesures qui ont été mises en place pour accompagner les fortes fluctuations, c'est un euphémisme, d'activité des entreprises, d'emploi et de compétences, mesures qui ont été mises en place pour canaliser, endiguer, limiter les causes dramatiques de cette crise sur l'économique et au plan humain. Les activités économiques n'ont pas été impactées de la même manière. On avait une situation avant la crise de secteurs en croissance, en transformation, et d'autres en mutation avec quelques difficultés déjà, avec des transitions énergétiques, des transitions de modèles économiques. La crise a accentué ce phénomène-là. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de prendre du recul sur cette situation, de regarder ce qu'elle a réellement généré et de mesurer, d'évaluer les mesures qui ont été mises en place par les entreprises. Pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné de Marie Bouni, qui représente le département performance sociale du cabinet Liège Harrison, de Didier Cauchois, qui vient également du cabinet Liège Harrison et qui est un expert de ces sujets, qui accompagne bon nombre de clients dans ces domaines. Mais je vais tout de suite leur passer la parole pour leur demander de nous dire un mot d'eux et de leur parcours. Et puis, Marie, si tu peux nous restituer le cabinet LHH dans la galaxie des cabinets de conseil. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, donc Marie Bouni, moi je suis directrice de la performance sociale chez LHH. Alors, pour dire quelques petits mots de moi, donc je suis docteur en droit, j'ai également une formation RH. Voilà, j'ai différentes activités professionnelles. Ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le conseil. Parallèlement, j'enseigne aussi régulièrement Sciences Po à Paris 1. Et pour présenter rapidement le cabinet LHH, on est un cabinet en stratégie sociale et on accompagne les enjeux humains des transformations pour les entreprises. Merci Marie. Didier ? Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Didier Cauchois. J'ai rejoint le cabinet LHH depuis maintenant une année. Auparavant, je suis juriste de formation et j'ai exercé la responsabilité de diriger le service juridique de la Confédération CFDT pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai été DRH et maintenant je travaille au sein du cabinet sur les aspects à la fois de politique RH, de gestion de la GPEC, de l'anticipation, des transitions collectives et bien évidemment de tout ce qui touche le dialogue social puisque c'est mon sujet de prédilection. Merci beaucoup Marie, Didier pour cette introduction. Alors, cette crise nous amène tous à devenir des présentateurs télé ou radio, ça dépend si on a l'image. J'espère que vous voyez la deuxième page puisque je suis amené à gérer la technique également aujourd'hui, tout seul chez moi confiné. Et ça a l'air de bien marcher. Donc, vous devez avoir la deuxième salle qui pose le sujet. Le sujet, c'était quels ont été les dispositifs mis en place pour accompagner les importantes fluctuations d'activité économique en lien évidemment avec les impacts emploi depuis le début de la crise. Deux axes principaux. Le premier, c'est de faire le point sur les différents dispositifs dont vous avez entendu beaucoup parler, que vous avez certainement mis en place ou aidé à mettre en place au niveau de vos entreprises. Donc, les accords de performance collective qui existaient déjà avant la crise, mais qui ont eu l'occasion d'être largement déployés, l'activité partielle dont on a beaucoup parlé, le télétravail et autres dispositifs mis en place pour accompagner ces phénomènes très, très impactants. Deuxième sujet, prendre un peu de recul sur ces dispositifs par rapport au secteur d'activité et aux enjeux des entreprises sur leurs atouts concrets dans la mise en œuvre, essayer de parler vraiment de mise en œuvre, il y a l'esprit, il y a la mise en œuvre,
et puis les limites de certains dispositifs ou combinaisons de dispositifs. Parce qu'on verra que les choses ne sont résolument pas monolithiques. Et en matière d'accompagnement, on a vu aussi bon nombre de clients d'entreprises mettre en place une architecture de dispositifs à des fins d'accompagnement de fluctuations d'activité dans le but de préserver l'emploi, les compétences et accompagner leurs enjeux business. Et évidemment, en tirer quelques enseignements autant au plan économique que ressources humaines. Pour lancer le sujet immédiatement, Marie, Didier, de votre balcon, aujourd'hui vous avez pas mal de sollicitations clients. Quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit de vos clients aujourd'hui? Quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes propulsés tous les jours? Alors, bon, déjà, peut-être, suite au premier confinement, vraiment, on a observé de l'expectative. Beaucoup de nos clients d'entreprise étaient vraiment dans l'attente d'avoir un petit peu plus de visibilité par rapport à cette crise sanitaire qui était totalement imprévue. Aujourd'hui, clairement, en fait, les entreprises font les choix de déployer un certain nombre d'actions pour faire face à la crise. Donc, on est plutôt dans une étape où les entreprises mettent en œuvre tout ce qu'elles peuvent pour faire face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Didier, un mot là-dessus, ton sentiment? Oui, alors en complément de ce que dit Marie, peut-être avec le prisme du dialogue social, moi je trouve que c'est une période qui est quand même extrêmement intéressante puisque comme on va le voir, tous les dispositifs qui sont disponibles ont un point commun, c'est qu'ils nécessitent d'avoir une négociation, d'avoir des échanges avec les partenaires sociaux, avec des outils qui peuvent être perçus, qui l'étaient sans doute d'ailleurs avant cette crise comme des outils rien que d'invoquer le nom, par exemple, d'un APC, ça crispait. Je ne dis pas que ça ne crispe plus, mais les choses sont différentes et je trouve que c'est aussi bien d'ailleurs sur d'autres sujets un peu plus communément mis sur la table, mais qui pourtant n'ont jamais vraiment eu un développement en matière de réelles négociations collectives. Je pense à la GPAC. On a aujourd'hui un cadre qui est propice au rapprochement des points de vue, à une nouvelle façon d'appréhender les échanges avec les partenaires sociaux. Gageons qu'à la sortie de la crise, il en restera quelque chose et que cette nouvelle façon de gérer les temps économiques de l'entreprise se fasse sur des fondements nouveaux. Merci beaucoup. On plonge dans le sujet, on parle de dispositifs, on les a un peu cités tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien nous clarifier un peu la situation, la palette de dispositifs qui ont été aujourd'hui les plus utilisés et combinés par les entreprises? Alors, en principe, je vais passer à la slide d'après, Marie, ne t'inquiète pas, ça devrait fonctionner. Voilà. Sur les différents dispositifs, on vous a préparé un petit mapping avec les différents blocs. Vraiment, Paolo l'a souligné en introduction, il y a quelque chose d'assez fondamental. C'est vraiment une vision qu'on a par rapport aux entreprises qu'on peut accompagner, c'est qu'on sort un peu d'une approche monolithique en matière de stratégie sociale qui était jusque-là basée principalement quand même sur la réduction des effectifs pour faire face à la crise. Donc, pourquoi on sort un petit peu de cette approche monolithique? C'est concrètement, il y a deux raisons principales pour nous. C'est que la boîte à outils est fournie. La boîte à outils des dispositifs que les entreprises peuvent mobiliser est relativement fournie. Là, on en voit un petit mapping. Et également, parce que face à l'ampleur de la crise, pour certaines entreprises, l'utilisation d'un seul dispositif n'est pas suffisante. Donc, on a essayé de vous regrouper le panorama des dispositifs autour de 3 blocs qui nous semblent assez représentatifs de l'utilisation qu'on peut en faire. Le premier bloc, c'est les dispositifs qui sont en général utilisés pour accompagner la réduction temporaire d'activité. Le second, c'est vraiment les dispositifs qui sont plutôt déployés dans une démarche de compétitivité et de transformation. Et le troisième bloc, donc, est le bloc lié à la réduction des effectifs. Donc, on vous a mis une petite
où on voit un petit peu l'écart, enfin l'utilisation générale qu'on peut observer de ces dispositifs, selon que les difficultés sont plutôt conjoncturelles ou structurelles, étant entendu que dans la période actuelle, certaines difficultés conjoncturelles sont en passe de devenir structurelles. Alors, on va vraiment très rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, et vous verrez avec Didier, on est très bavard. Donc, on va rapidement revenir sur les petits dispositifs. Je vais commencer par l'activité partielle. On reviendra. Oui. Néanmoins, Marie, donc j'ai bien des questions de nos participants auditeurs sur ces dispositifs-là. Donc, je pense que c'est bien qu'on prenne un petit temps. D'accord. Donc, on va vraiment essayer de faire court pour pouvoir justement bien répondre aux questions. Donc, le premier dispositif sur l'accompagnement de la réduction temporaire d'activité. Donc, on a bien évidemment voulu mentionner l'activité partielle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi le gouvernement a aussi vite réformé les dispositifs d'activité partielle. En 2008, il y a eu une crise également importante et des études post-crise ont montré que l'Allemagne avait mieux rebondi que la France en matière économique parce que elle avait mieux amorti la crise, notamment via un dispositif plus protecteur d'activité partielle. Donc là, le gouvernement a quand même mis le paquet. C'est-à-dire que très rapidement, moi j'ai rarement lu un journal officiel un dimanche, avec une activité de production qui est extrêmement importante, a refondu le dispositif d'activité partielle. Et en avril, il faut quand même se le remémorer, il y avait quand même 8,6 millions de salariés qui ont été effectivement placés en activité partielle, ce qui était énorme. L'objectif de l'activité partielle pensé par le gouvernement, c'est un bouclier anti-licenciement. L'objectif, c'est vraiment de faire tampon sur la période actuelle pour préserver les emplois et les compétences. Didier reviendra plus précisément sur l'activité partielle tout à l'heure. On a voulu vous mentionner la mise à disposition, mais c'est plutôt de l'ordre de la mention, même si un décret a un peu facilité la gestion juridique de ce dispositif, parce que le principal frein de la mise à disposition est quand même un frein culturel en France. J'ai en mémoire en fait une entreprise qu'on avait pu accompagner dans le secteur de la logistique. Concrètement, il y avait 2 établissements distincts. Il fallait traverser la route pour aller d'un établissement à l'autre. Sauf que les conditions de travail dans l'établissement n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que dans un côté, il y avait une chaîne de froid qui rendait une certaine forme de pénibilité au travail, et de l'autre côté, les cadences étaient plus importantes. On avait beaucoup de mal à activer la mobilité, à générer une dynamique collective autour de la mobilité. Donc, c'était plutôt pour mémoire, mais ça reste un dispositif sur lequel il faut travailler pour éviter ces freins culturels. Mais le dispositif de la compétitivité et de la transformation est également fondamental. Alors, ce bloc intermédiaire là, dans notre slide, compétitivité et transformation, je tiens à dire quand même qu'il se distingue un peu des 2 autres. Il se distingue parce que on est face à 4 dispositifs dont il faut bien avoir conscience que ce sont des dispositifs qui peuvent être actionnés quand l'entreprise va mal, mais aussi quand l'entreprise va bien. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut, il faut avoir ça en tête, et ça permet d'ailleurs de mêler un petit peu ces dispositifs, de les mixer pour pouvoir faciliter la compréhension des partenaires sociaux lorsque vous les sollicitez sur de la gestion d'un temps de l'entreprise. Et ça permet aussi d'avoir une dimension, j'ai envie de dire, continue. C'est casser l'idée que vous êtes sur un dialogue social juste parce que vous avez un dispositif à actionner pour vous sortir d'un mauvais pas, et que vous avez besoin des partenaires sociaux à ce moment-là, mais qu'il n'y aura peut-être pas d'autres moments. Ça, c'est extrêmement important, et c'est un peu ce que je voulais souligner tout à l'heure quand je disais qu'on est dans un temps où peut-être le dialogue social va avoir une vraie impulsion qui part de l'entreprise. Alors, ces dispositifs, ils sont aussi des dispositifs, qui ne sont pas, c'est pas des choses bien rangées en fait. C'est pas, vous êtes dans un cas de figure, vous allez actionner de l'accord compétitivité, vous êtes dans un cas de figure, vous allez tomber sur l'accord temps de travail. C'est beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens où vous pouvez très bien vous retrouver avec des dispositifs qui mêlent un peu de l'un et de l'autre. Après, il y a des temps, il y a des sujets. Si vous êtes que sur un sujet, parce que par exemple, là, je vais prendre une version positive. Vous êtes dans un temps économique de l'entreprise très bon, vous avez beaucoup de commandes, vous avez nécessité de revoir votre organisation du travail, et vous avez besoin de discuter avec vos partenaires sociaux pour caler ces temps-là, pour pouvoir permettre à l'entreprise d'accompagner ce carnet de commandes en expansion. Vous aurez un temps dédié à ce type de négociation. Vous aurez aussi, et ça c'est très important, la capacité, aussi bien dans des moments difficiles, d'adresser des sujets pour le rebond, en identifiant les compétences cibles qu'il vous faut absolument préserver, voire des compétences nouvelles à aller chercher pour pouvoir vous rendre capable de relancer votre activité économique et de résister
comment dirais-je, à la concurrence de vos concurrents quand le temps difficile sera passé. Et ça, c'est des sujets qui peuvent être adressés avec les partenaires sociaux, comme vous pouvez continuer à les adresser et vous devez continuer à les adresser pour, comment dirais-je, continuer à vous développer, continuer à être leader sur un marché. Et ça, c'est important d'avoir ce dialogue-là avec les partenaires sociaux. Vous n'êtes pas dans ce bloc-là, vous n'êtes pas dans un bloc de rupture. Vous êtes dans un bloc de continuité. Après, effectivement, il y a des sujets qui sont plus ponctuels et qui nécessitent une intervention, mais ces outils-là ne sont pas que des outils de crise. Je fais juste un petit focus sur la différence accord compétitivité, accord de performance collective. Clairement, dans un cas, très dogmatiquement, on va être sur un dispositif, on va chercher à améliorer la compétitivité. Même, enfin, ça peut être un cas où on est en danger, on sent que la compétitivité a basculé dans un sens négatif. Il faut regarder les choses, négocier avec les partenaires sociaux. Généralement, c'est revenir sur quelques avantages ou les modifier, aller sur des sens qui permettent peut-être de développer certaines activités. Voilà, il n'y a pas encore cette dimension de j'interviens pour développer de l'emploi ou en sauvegarder, mais on est vraiment dans une donnée économique. Sur l'accord de performance collective, qui dans l'imaginaire de beaucoup de gens, notamment les organisations syndicales, peut-être moins maintenant, mais ça restera, comment dirais-je, à consolider, on est dans une logique où on va peut-être un peu mêler de tout ce qui est accord compétitivité, organisation du temps de travail et GPEC. Pourquoi? Parce qu'on est sur un enjeu où on doit intervenir soit pour maintenir des emplois, soit pour développer l'emploi, j'insiste, hein, enfin, ce sera toujours le cas dans mon discours, les APC peuvent être aussi des outils de développement. Ce ne sont pas que des outils, entre guillemets, de sauvegarde des emplois des salariés. Il va y avoir des discussions, on va regarder le cadre conventionnel et contractuel applicable à l'ensemble des salariés et on va essayer d'identifier des postes pour s'adapter à la situation ponctuelle de l'entreprise et on va essayer de réfléchir. Quand je dis ponctuel, ça peut être en faisant bien la différence entre ce qui est du structurel, notamment le Covid, et ce qui va être, non, pardon, du conjoncturel avec notamment le Covid et du structurel, c'est-à-dire à côté du Covid, il y a des problèmes récurrents, enfin des problèmes majeurs dans l'entreprise qu'il faut résoudre. Et ça peut jouer aussi sur la durée. On va avoir des dispositifs qui vont avoir une durée de vie qui vont être déterminés. Si on ne précise pas, c'est 5 ans, on peut être sur 3 ans, on peut être sur des dispositifs qui auront vocation à perdurer, qui vont être à une durée indéterminée. On va mixer tout ça et comment dire, ce qui focalise souvent les débats et la crainte des organisations syndicales à s'engager, c'est l'effet de ces accords. Ces accords collectifs sont particuliers puisque du simple fait de leur conclusion, ils vont légitimer le fait que les salariés qui auront la capacité de refuser l'application, ce qui est quelque part ce qui fait généralement la critique des APC est une faculté pour les salariés qui est plutôt, comment dirais-je, en apparence positif pour eux, puisqu'ils peuvent refuser l'application de l'accord. Seulement les conséquences pour eux de ce refus pourraient être d'être licenciés. C'est pas automatique, mais l'employeur pourra choisir de les licencier et la nature de ce licenciement ne sera pas un licenciement pour motif économique avec tous les droits qui en découlent. L'idée étant que ces dispositifs permettent d'éviter d'aller vers des dispositifs de réduction des effectifs. J'ai une question un peu synthèse des éléments qui nous remontent via le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont plus mis en œuvre que d'autres, évidemment en lien avec les enjeux des entreprises, qui ne sont pas les mêmes entre je suis en grave difficulté économique et je dois revoir et réduire mon niveau d'effectifs et d'emploi impérativement, ou je suis en difficulté économique du fait de la crise et en même temps, j'ai ma transformation à faire, ma transformation de business model, et donc j'ai accompagné cette mutation de business model que je dois gérer en même temps et essayer de trouver les ressources pour le faire. Donc, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont plus adaptés à des situations que d'autres? Est-ce que vous constatez un mix particulier? Oui, concrètement, bon, on commence à avoir quelques chiffres officiels là qui sont en train de sortir, et puis bon, il y a aussi ce qu'on observe chez nos clients. Bon, l'activité partielle, il y en a quand même beaucoup. Il y a un certain nombre d'activités partielles longue durée ou d'activités partielles. Donc là, le dispositif rentre dans une nouvelle phase de négociation. Donc ça, c'est un point. On va voir ce qui va en être. S'agissant de PSE aussi, les chiffres mettent en exergue quand même que le nombre de PSE a clairement augmenté par rapport aux mêmes périodes l'an dernier.
On reviendra dessus tout à l'heure. Il y a des négociations de compétitivité aussi qui se mettent en place. C'est plus délicat, mais oui. Et s'agissant de l'articulation, c'est notamment un des points sur la réduction des effectifs, le bloc réduction des effectifs. C'est dans les questions qu'on se pose pour ce bloc-là, concrètement, la première, c'est est-ce que j'ai une vraie justification économique? Parce que si je n'ai pas de vraie justification économique, certains dispositifs sont exclus, type PSE, PDV, PSE. La RCC permet en revanche d'accompagner à une réduction des dans un autre cadre. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont de vraies justifications économiques, donc l'ensemble du bloc leur est ouvert. Deuxième point, est-ce que j'ai un dialogue social vraiment qui me permet d'aboutir à un accord? Parce que certains de ces dispositifs nécessitent nécessairement un accord, donc type la RCC, rupture conventionnelle collective, elle ne pourra être mise en œuvre que s'il y a un accord au sein de l'entreprise. En revanche, d'autres dispositifs, typiquement le PSE, il y a une négociation, si elle échoue, il y a des délais contraints, donc le projet peut malgré tout être mis en œuvre. Après, vraiment, la troisième question qui est fondamentale aujourd'hui pour la plupart de nos clients, c'est est-ce que j'ai besoin d'atteindre une organisation cible à court ou moyen terme? Est-ce que j'ai du temps devant moi? Est-ce que j'ai une latitude de 2 ans, de 4 mois? Et c'est ça qui va être assez fondamental dans le choix, justement, d'articulation des dispositifs. C'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire et dans quel délai? Marie, sur ce point, quand tu parles de la question de l'organisation cible, qui est déjà un sujet difficile à formuler dans la vie dite normale, mais dans cette nouvelle normalité de brouillard, où on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est très difficile de formuler une organisation cible. Oui, c'est complexe. Qui plus est, ça nécessite, enfin, on est dans une période qui est très chargée, déjà en charge mentale de façon classique, via les craintes que peuvent avoir les collaborateurs en raison de la crise sanitaire. S'y ajoute une charge mentale renforcée avec la crise économique, et concrètement, dessiner une nouvelle organisation cible avec des réductions d'effectifs associés, c'est quelque chose qui est très dur, et notamment au regard de la faible visibilité qu'on peut avoir sur la reprise de l'activité, notamment dans le secteur aéronautique. On le sait très bien, il y a des compétences qui ont mis du temps à être recrutées, à être formées. En fonction du redémarrage de l'activité, on commence à avoir des prévisions, c'est comme le secteur automobile, on commence à avoir des prévisions de redémarrage sur un temps plus ou moins lointain. Concrètement, c'est très compliqué de définir une organisation ciblée. On plonge un petit peu dans la technique. Oui. Alors, j'essaie de basculer. Est-ce que vous voyez le slide suivant? Je suis désolé, je fais participer. Voilà, il a bien voulu apparaître. Donc, on avait là ça a été vite, non? C'est bien ça? Oui, c'est bon, c'est parfait. Alors, en synthèse, Marie, je crois que tu voulais nous faire un petit feedback sur ce que ça donne. Oui, et puis Didier, on a déjà parlé, en fait, les accords de performance collective, c'est un dispositif juridique apprécié très différemment. Donc, il a une forme de mauvaise presse. Concrètement, on a un certain nombre d'exemples qui peuvent venir en tête d'échecs, plus ou moins de ce type de dispositif. Pour autant, c'est un dispositif qui fonctionne. On ne parle pas assez des emplois qui ont pu être préservés par les accords de performance collective. Il a été mis en place en 2007 par les ordonnances Macron. Concrètement, il a remplacé un ancien dispositif qu'on appelait les accords de maintien de l'emploi qui n'a pas du tout fonctionné. C'est peut-être pas sur les doigts d'une main, mais entre les doigts d'une main et les petits doigts des pieds, on doit avoir le nombre d'accords de maintien de l'emploi qui ont été signés. Il y en a plus de 400 pour les APC, donc on n'est pas du tout sur le même type de volume. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que quand on est un DRH, concrètement, il faut être courageux pour y aller. Il faut être courageux pour y aller sur un accord de performance collective parce que, on peut parfois devoir convaincre son DG ou son groupe qui peuvent vouloir justement ce court terme. Concrètement, quand on met en place une négociation APC, ça peut décaler, en cas d'échec de négociation, éventuellement la mise en place d'autres dispositifs.
Donc, il y a un travail de conviction à avoir auprès du groupe. Il y a un travail de conviction à avoir auprès des organisations syndicales et du corps social également, parce que ce type de dispositif peut revenir sur certains acquis pendant la période de crise pour préserver des emplois. Or, c'est quand même très compliqué de revenir sur certains dispositifs de rémunération, supprimer une prime de 13e mois, sur certains dispositifs d'aménagement du temps de travail, baisser la durée de référence du temps de travail, mettre en place des dispositifs plus flexibles de modulation. Donc, c'est extrêmement difficile à porter ce type de dispositif. Il faut y croire. C'est un défi. C'est une prise de risque pour vouloir le mettre en œuvre. Bon, on ne va pas revenir forcément là-dessus, mais l'APC, il peut intervenir dans un autre cadre qu'une crise sanitaire et mondiale. Il y en a qui ont quand même été signés précédemment. Mais vraiment, ce qui nous semble important dans les problématiques d'entreprises qu'on accompagne, c'est que si on fait un pari sur l'avenir en signant un APC, il faut avoir une vision de l'avenir. Donc concrètement, il faut avoir une histoire à raconter. Si on n'a pas d'histoire à raconter, on ne pourra jamais engager le corps social par rapport à la réduction des potentiels, des avantages sociaux que cela emporte. Donc, il faut vraiment avoir cette histoire pour l'avenir et aussi une forte pédagogie, une forte transmission d'informations. Nous, on le dit souvent, concrètement, il faut une N0, négociation zéro. À un moment, il faut poser un diagnostic. Il faut être clair, quelle est la situation économique à date de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les options qui s'offrent à nous? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Au-delà de la réduction des masses salariales, quels sont tous les leviers qu'on est en train d'activer pour faire face à la crise? Et concrètement, c'est une négociation. Donc, quel est le champ des possibles et qu'est-ce qu'on peut négocier ensemble à un moment pour essayer de préserver des emplois? Et ça, c'est fondamental. Il y a, voilà, on vous a mis un certain nombre d'exemples d'entreprises qui avaient signé des APC avant ou après la crise Covid-19. Avec voilà, la ligne du dessous, c'est quand même Poquelin de Richebourg et Air Austral, on est plutôt sur post-Covid-19. Mais on voit à nouveau des pratiques assez diverses et variées en fonction des entreprises parce que leur statut social est lui-même très divers et varié. Merci Marie. Alors, un petit focus sur un accord primant le contrat de travail, je crois. Tout à fait. Didier l'a déjà évoqué en fait. C'est la difficulté de l'APC. C'est un véhicule juridique. Hein. On le distingue de l'accord de compétitivité parce qu'un accord de compétitivité ne nécessite pas une modification du contrat de travail. Un APC a été pensé pour que le refus de certains salariés à la modification du contrat de travail ne puisse pas faire échec à la mise en œuvre du projet global de transformation. Donc concrètement, le véhicule juridique a été pensé pour s'imposer au contrat de travail, même en cas de modification. Toutefois, bon, il y a un certain, là on tombe vraiment dans la technicité, mais concrètement, un salarié a toujours le droit de refuser une modification de son contrat de travail, et là c'est plutôt la gestion des conséquences du refus du collaborateur. Et la gestion des conséquences du refus du collaborateur, c'est ça qui est assez compliqué à expliquer, c'est que concrètement, un collaborateur qui va refuser une modification importante de son contrat de travail, que ce soit en matière salariale, en matière de temps de travail, il peut être licencié pour un motif qui est sui generis. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la protection conférée par les licenciements qui interviennent en cas de réduction des effectifs, type PSE. Même si ce qu'on observe dans la pratique, c'est qu'un certain nombre d'entreprises vont au-delà des obligations légales, donc que vous voyez apparaître sur l'indemnité versée, l'abondement et compagnie, mais on est quand même sur un dispositif, et c'est pour ça parfois qu'on parle de chantage à l'emploi, lorsque le salarié refuse la modification, c'est moins protecteur que les PSE. Mais l'objectif, justement, c'est de ne pas avoir à licencier. Merci. Alors, un comparatif des dispositifs sur l'activité partielle. Le focus qu'on avait choisi, que vous aviez choisi, pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors là, sur. Ce qu'on peut savoir, c'est que Didier a toujours beaucoup de choses à dire sur les APC. Donc, oui, sur les APC, ce que je voulais rajouter. Il est quand même 12h30 et qu'on gardera un petit quart d'heure pour les questions. On n'a pas le temps.
Bon, Mais, c'est dommage. allons-y. Bon, tant pis. Allons-y. Donc, Bon, j'enchaîne avec celui-là, là? oui, je crois. S'il te On n'a plaît. pas le temps. D'accord, ok. Très bien. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, si vous avez des questions, on y répondra. Donc, oui, alors, comment dirais-je, le focus sur l'activité partielle. Alors, comment dirais-je, on voit bien avec les clients que l'on accompagne, il faut bien le dire, c'est un dispositif qui est remarquable, qui a une vraie, comment dirais-je, une vraie vocation à permettre le maintien dans l'emploi et éviter d'aller directement sur des solutions un peu réflexes de suppression d'emploi. Après, techniquement, il est quand même extrêmement compliqué. Hein, c'est-à-dire que vous avez, vous le voyez hein, sur ce slide, on vous le montre bien, vous avez l'activité partielle spéciale Covid, vous avez l'activité partielle spéciale Covid pour les salariés dits protégés, pour les secteurs dits protégés. Donc, premier chef, vous avez les hôtels, cafés, restaurants, les secteurs qui sont fermés administrativement, où le régime, bien évidemment, est encore plus protecteur vu l'ampleur de l'impact sur l'activité. Vous avez l'activité partielle de longue durée, qu'on qualifie aussi d'arme. Vous avez, et après, vous avez l'activité partielle de droit commun, qui est un dispositif qui, normalement, devrait reprendre, comment dirais-je, son activité, son régime de croisière, une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire. Voilà. Concrètement, l'activité partielle de longue durée, c'est un dispositif qui est conçu pour permettre, là aussi, de poser les bases du dialogue social, puisque c'est un dispositif qui nécessite d'avoir un accord collectif signé au sein de l'entreprise ou bien d'être couvert par un accord de branche étendu qui vous permet du coup pour l'employeur de mettre en œuvre un dispositif qui découle de cet accord de branche par voie unilatérale. Alors c'est sûr que on conseille à nos clients hein, et c'est souvent le cas. Généralement, il est rare que dans la situation que l'on connaît actuellement, on ait des clients qui n'aient besoin que de gérer la baisse d'activité temporaire liée au Covid. Généralement, il y a beaucoup d'autres difficultés. Et donc, commencer à rentrer dans ce dispositif-là et dans un dispositif où on va discuter avec ses partenaires sociaux en disant « ouais, je vais faire l'économie de discuter avec vous de la mise en place de la PLD, parce que de toute façon, j'ai un accord de branche », c'est pas forcément une bonne politique. Donc, il vaut mieux. Et en plus, très souvent, et c'est ça que l'on veut souligner en quelques mots, c'est que l'introduction de la négociation sur la PLD est toujours l'occasion de raconter ce qu'évoquait tout à l'heure Marie, de poser le cadre de l'histoire de l'entreprise. Si vous voulez arriver à mettre vos partenaires sociaux autour de la table et à les amener à prendre des risques, parce que par exemple, l'APC est un risque pour les organisations syndicales, la RCC est un risque pour les organisations syndicales. Vous mettez en œuvre un accord collectif qui va être la cause de la rupture du contrat de travail de salariés. Ça, c'est pas dans leur ADN. C'est pas du tout dans leur ADN. Pourtant, elles y vont. Mais elles y vont moyennant le fait d'avoir confiance dans ce que l'employeur vient leur raconter sur le contexte. Il ne faut pas tricher sur le structurel et le conjoncturel. Il faut faire la vérité des prix. Il faut avoir de quoi raconter sur la projection de l'entreprise pendant la crise, la préparation du rebond et quelle est sa trajectoire après. Si vous mettez ça en place, vous avez les moyens de pouvoir mixer certains dispositifs. C'est le petit tableau d'en bas. Vous pouvez aller sur de la RCC, vous pouvez aller sur de l'APC, vous pouvez aller sur de la GPEC. Vous pouvez, là c'est la réserve, le PSE normalement non, sauf si vous avez des périmètres distincts. L'idée étant que vous n'allez pas pouvoir couvrir un PSE, enfin faire un PSE qui couvre un champ sur lequel vous êtes en train de faire de l'activité partielle, puisque l'objet même de celle-ci est de préserver les emplois. Mais c'est des dispositifs assez souples, mais qui nécessitent bien évidemment de poser les bases de ce qui va être votre dialogue social. Ce pourquoi vous allez amener les partenaires sociaux à vous faire confiance et à se mettre autour de la table et construire les bases d'un rebond. Merci beaucoup Didier. J'invite nos participants à nous faire part de leurs questions. Je ne vois pas de nouvelles questions là pour l'instant. Donc on avait prévu d'autres focus. Le télétravail, on en a beaucoup parlé. On l'expérimente tous les jours de manière contrainte. Viendra un jour dans une nouvelle normalité, un travail probablement hybride comme beaucoup de choses. Quel est votre regard sur ces dispositifs de télétravail en quelques mots? Alors, le télétravail, clairement, hein,
on a passé, voilà, on a passé un cap hein, sur le télétravail. C'est avec le premier confinement et la crise sanitaire, hein, c'est clairement devenu un geste barrière. Et pour certaines entreprises, une modalité d'organisation du travail qui a permis la poursuite de l'activité. Donc, le télétravail, à partir du 17 mars 2020, ça a pris une ampleur que cela n'avait jamais eu en France. Donc, concrètement, la France était plutôt dans la moyenne basse de l'Union européenne hein, en matière de télétravail. Avec, au plus fort du pic de la crise, on était environ à 25% de télétravailleurs. L'OFCE estime que potentiellement, il peut y avoir 33% des travailleurs qui peuvent exercer le télétravail. Donc déjà, on voit quand même qu'on a doublé ou triplé les personnes touchées par le télétravail suite à la crise. Voilà, 25% c'est important, 33% c'est important, mais il ne faut pas oublier que les 67% ne peuvent pas télétravailler. Et il y a un risque de faire du télétravail un marqueur social actuellement, d'avoir une forme de fracture sociale qui peut se manifester par l'éligibilité ou pas de certaines populations au télétravail. Donc là, il doit y avoir une attention très forte au sein des entreprises, mais qui plus est au sein de la société, sur les conditions d'exercice du travail de tous les travailleurs. Donc ça nous semble un point important. Quoi qu'il en soit, donc un télétravail qui est en forte progression en France, qui a plu aux collaborateurs, hein, même s'ils n'avaient jamais exercé, 42% n'avaient jamais fait de télétravail avant, 88% souhaitaient poursuivre le télétravail post-confinement. C'était très proche des DRH. Hein, nous, on a un certain nombre d'études et puis un certain nombre de clients. Concrètement, il y avait 85% des DRH qui souhaitaient mieux redéployer le télétravail au sein de leur organisation. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, c'est quoi l'étape d'après ? Concrètement, elles n'ont pas toutes la même maturité. Nous, on constate que dans certaines organisations, il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 générations d'accords télétravail. D'autres en étaient plutôt à la pratique, un peu un jour par semaine, voilà, sans une grande maturité managériale, sans forcément beaucoup d'équipements associés. Donc, pour la plupart des entreprises, quelle est l'étape d'après? Et pour les plus avancées, notamment, quelle est l'étape d'après en matière de télétravail? Et ça, c'est fondamental. Étant entendu que pour ces grandes entreprises qui avaient un peu plus de maturité, où on pouvait déjà être à plus ou moins soit un volume annuel, soit 2 jours par semaine, le passage des 2 jours est assez fondamental. Parce que le passage des 2 jours, c'est si on passe à 3 jours de télétravail, on bascule dans une organisation qui est principalement en distanciel. Et ça remet en cause notre perception du travail qui ressort un peu de l'ère industrielle en unité de temps et unité de lieu. Donc, ça nécessite un très fort accompagnement des organisations, des managers et des collaborateurs pour déployer au mieux le télétravail. Marie, j'ai justement une question sur les conséquences induites du télétravail que tu viens d'évoquer. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui au niveau organisationnel, management? Alors là, on est dans un changement contraint. J'espère qu'un jour prochain, nous allons être dans un changement souhaité, que nous pourrons désirer ardemment, c'est-à-dire choisir la manière dont on veut travailler. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur ces effets induits, alors dans un contexte de crise et de confinement obligé, et donc de télétravail contraint? Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il faut bien faire la différence entre le télétravail contraint et la forme d'organisation du travail pérenne qu'on veut mettre en place. Ce qui est assez intéressant par rapport aux études qui ont pu être réalisées sur les perceptions des collaborateurs pendant notamment le premier confinement. Donc, ça ressort d'un certain nombre d'études, ça ressort aussi d'ateliers de travail qu'on a pu avoir avec des collaborateurs. C'est que la perception des avantages du télétravail, ce sont les vrais avantages du télétravail. À savoir, concrètement, quand c'est possible, on reviendra dessus, c'est aussi un des inconvénients, une possible meilleure articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, une diminution des temps de transport, une empreinte écologique carbone moindre. Donc, un certain nombre, des relations une organisation de travail plus basée sur la confiance et l'autonomie. Ça, c'est vraiment les points que les collaborateurs ont perçus positivement, et c'est ce qui explique que 88% veulent continuer. Maintenant, les points négatifs, eh bien, les points négatifs, ce sont un peu les points négatifs du télétravail, mais exacerbés par le côté contraint et le confinement.
la difficulté d'équilibre des temps de vie. Bah forcément, quand on a des enfants à la maison, c'est compliqué de pouvoir télétravailler dans les mêmes conditions et de pouvoir travailler tout simplement dans les mêmes conditions, spécialement quand on doit faire l'école. Quand on est en télétravail contraint full-time, 5 jours par semaine, bah, on n'a peut-être pas, c'est pas la même chose que si on est 2 jours par semaine, s'agissant de j'ai un bureau, j'ai pas de bureau, mon équipement il est bien, il n'est pas bien. Donc concrètement, il y a des difficultés qui sont clairement exacerbées par le télétravail contraint. Pour les managers, bon, bah, là, c'était quand même aussi assez problématique puisque beaucoup n'étaient pas forcément familiers du management à distance full-time. Ce n'est pas la même chose de maintenir la production, l'engagement des collaborateurs dans une période particulièrement complexe. Donc, on parle beaucoup de RPF en ce moment, mais la période s'y prête beaucoup. Donc, pour les managers, ils n'étaient pas toujours outillés pour bien manager à distance. Pour les organisations, sur la perception, ça a quand même pour les entreprises, ça a évolué. Concrètement, dans le télétravail, certaines organisations se posaient la question de savoir s'il y avait plus télé ou plus travail. On a pu voir que la production continuait, que les collaborateurs, les managers ont été d'une agilité très forte et que ça a permis de continuer l'activité dans une période où sans télétravail, ça aurait été encore pire. Et ça, c'est assez incroyable. On ne pouvait pas imaginer qu'on puisse finalement maintenir autant d'activités en travaillant tout à fait différemment. Et je pense qu'on a déjà des enseignements et on gardera ces enseignements, cette courbe d'expérience pour la suite. Il est un peu plus de midi et quart. Tu as fait un peu le point là sur les avantages et les inconvénients du télétravail et des perspectives que cette contrainte et cette nouvelle modalité nous offrait. Peut-être, oui, je te vois te délier la tête. Tu avais d'autres sujets? Non, mais c'est important parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit. Donc voilà, je préfère plutôt qu'on parle là-dessus plutôt qu'on poursuive le slide. Oui. La présentation, on est l'étape d'après. Concrètement, comment on fait? Comment les entreprises font? Donc sur l'étape d'après, en fait, c'est le slide précédent. Excuse-moi, Paolo. Pardon. Oui. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, il faut ne pas voir le télétravail par le petit bout de la lorgnette. Il faut le mettre si on parle d'une organisation du travail pérenne pour demain, déjà aujourd'hui et pour demain, c'est assez fondamental de le rattacher quand même à un certain nombre de sujets, à la stratégie d'entreprise, à sa capacité, à l'accélération de la digitalisation, à la performance économique, qui est bien trop souvent uniquement envisagée sous l'angle de l'économie immobilière que le télétravail peut engendrer. Or, le télétravail, en termes de performance économique, il faut aussi le mettre en lien avec tout ce qui a trait à la productivité. Donc, est-ce que, oui ou non, une entreprise fonctionne aussi bien en télétravail ou pas, avec des collaborateurs en télétravail? Il faut le mettre en lien avec la performance organisationnelle. Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Est-ce que l'organisation, les managers, l'équipement permet que l'activité sorte? Et bien évidemment, avec les attentes sociales des collaborateurs. Est-ce que l'entreprise, si elle met en place le télétravail, aura plus d'engagement, sera plus attractive? Est-ce que les collaborateurs seront plus heureux concrètement? Donc là, le point du télétravail, souvent, nous, on a des entreprises qui se disent, bon, on le met un peu en place pour répondre à une attente forte des collaborateurs, mais forcément, ça va générer une difficulté. Parce que si on le met en place pour répondre aux attentes des collaborateurs, la question qui arrive un peu après, c'est, je vois pas pourquoi je devrais payer en plus. Donc là, il faut vraiment l'envisager au-delà de ça. C'est une organisation qui peut être pérenne et c'est une organisation qui peut être liée à la performance économique, organisationnelle et sociale de l'entreprise. Maintenant, il faut l'objectiver. Donc concrètement, il faut aller voir d'un point de vue quantitatif et qualitatif si le télétravail est une organisation viable pour les entreprises. Donc ça nous semble être un point fondamental. Et puis, il faut qu'on construise la démarche. Il faut qu'on construise la démarche avec l'ensemble des parties prenantes et spécialement avec les partenaires sociaux, il va de soi. Qui plus est, dans des calendriers sociaux qui vont être très compliqués pour beaucoup d'entreprises, il faut articuler les négociations, l'inscrire dans un calendrier social, éviter la fracture sociale. Si on commence à négocier quelque chose de sympa pour le télétravail et qu'à côté, on met en place une restructuration qui va être très lourde, il faut quand même se poser la question de l'articulation des négociations. Et puis, bien évidemment, en France, on est content quand on signe un accord, mais ça ne suffit pas. Il faut déployer le nouveau modèle, avoir une approche systémique,
envisager la question des équipements, la question de la politique managériale, la question de l'appréciation de la performance dans l'organisation. Donc vraiment, et les managers sont quand même au cœur de la réussite du déploiement plus efficient du télétravail, ça c'est certain. Est-ce que tu voulais rajouter sur le télétravail? Merci beaucoup Marie. Je rebondis là maintenant sur les questions. Je vous donne l'envers du décor. On communique aussi par texto pour se faire circuler les questions. J'avais une question, une remarque technique sur. Tu as parlé de raconter une histoire. Donc tu invites tes clients à se projeter dans l'avenir et à raconter ce qu'ils veulent devenir, donc la dimension vision. Mais quand on est sur des fortes mutations avec un impact sur l'emploi, il y a la question de la justification du risque et donc de fournir aussi des éléments de preuve sur si on ne fait rien, si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, ce qui existait avant existe toujours, donc il faut bien faire cet exercice-là, techniquement. Oui, sur la question de la justification du risque, vraiment voilà, je pense qu'il faut bien distinguer la période actuelle de crise sanitaire et la volonté de mettre en place une organisation pérenne. En période de crise sanitaire, le message du gouvernement est très clair, le télétravail est un geste barrière. Donc le premier risque, c'est le risque sanitaire et c'est celui-là qu'on veut éviter. Maintenant, en matière d'organisation pérenne, les risques ils sont multiples. Donc, il faut être en capacité d'identifier, mais ça, il y a des modèles qui existent, un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité, l'efficience du télétravail sur les différentes dimensions. Et pour être concret, quand une entreprise aujourd'hui est impactée conjoncturellement, mais on sait qu'elle va rebondir mécaniquement une fois une situation de déconfinement retrouvée, ce qu'on a vu d'ailleurs entre les deux confinements, il y a eu finalement on a eu un meilleur rebond que ce qu'on avait prévu, donc ça c'est partie des bonnes nouvelles. Donc on sait que ça peut redémarrer dans pas mal de secteurs. Du coup, en termes de justification économique, si je me mets à vouloir négocier un APC pour en profiter pour encore gagner en productivité, est-ce que c'est suffisant de se dire oui, il y a eu la crise et puis ben voilà, je serre les boulons et je gagne en productivité? Et donc, je justifie un ajustement des effectifs. Effectivement. Je pense que, mais là Didier va réagir, j'en suis certaine. Mais concrètement, il faut bien distinguer pour les APC le structurel et le conjoncturel. Le structurel, c'est pas la même histoire qu'on raconte. Le conjoncturel, il faut une clause de retour à meilleure fortune. Voilà, c'est clair et net. Merci Marie. Mais sur ces aspects-là, un changement quand même, la crise facilite malheureusement les choses. C'est-à-dire que Marie parlait de l'échec avant des accords de maintien dans l'emploi. Les accords de maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui est créé par les partenaires sociaux dans un ANI, repris par la loi bien évidemment. Mais l'idée c'est quoi? C'est la même que l'APC. La seule erreur, je dis ça en toute décontraction parce que je faisais partie des gens qui ont participé à la négociation et éventuellement tenu la plume. L'erreur, c'était quoi? C'était qu'on était déjà dans l'idée de se dire il faut éviter que les organisations syndicales pensent qu'on crée un chantage à l'emploi. Donc, pour éviter de penser ça, il faut qu'on puisse identifier des outils de diagnostic qui lèvent le doute. Il faut, avant toute chose, avant de rentrer dans la négo, que l'employeur soit capable de nous dire je suis vraiment en difficulté. Voilà. Aujourd'hui, cette dimension-là… Didier, je me permets de t'interrompre parce que du coup, j'ai une question qui est pile poil en lien avec ton intention. J'ai plusieurs questions autour de la fameuse réunion négociation zéro. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment capable de, comme on le fait d'ailleurs pour embarquer des équipes managériales, de faire un vrai diagnostic, posé, argumenté. On prend le temps de le faire avec les différents représentants du personnel, les différentes parties prenantes de l'entreprise avant de se dire voilà la solution. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, on a des pistes, mais on va poser vraiment complètement les choses. Est-ce que ça se fait vraiment, Didier? Est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce que ça existe? Oui, ça se fait. Alors, Marie, c'est déjà ce que je vais dire. Il y a des outils qui ont été créés pour ça. Elle rigole, voilà. Alors, l'idée, c'est comment dirais-je, de mettre à part la conflictualité et de venir assez simplement. Alors après, je vais pas vous raconter l'histoire. Si vous découvrez le dialogue social à cette occasion-là, c'est pas la peine de perdre du temps.
vous allez vous heurter à un front syndical qui ne va pas vous rater. Si vous avez un dialogue social qui a été entretenu, qui n'a pas forcément été sollicité tout le temps, mais qui est susceptible de vous permettre de réunir les gens et de leur dire, voilà, très simplement, il y a le Covid qui nous cause cette situation-là. Il y avait d'autres choses. Il faut vraiment, la base, c'est la sincérité. Il faut adresser tous les sujets. Ça vient du Covid. Ça vient des problèmes de concurrence qu'on avait en amont. Il y a des perspectives qui peuvent être bonnes. On n'est pas dans une optique où on pense que tout est catastrophique. Voilà où on en est. Alors, au stade où on en est, on sait qu'on peut actionner la PLD. D'ailleurs, on a besoin de vous pour discuter de la mise en place de celle-ci avec un volet formation éventuellement. Et puis, nous, on a éventuellement en tête qu'on peut actionner telle thématique. Alors, je vais vous faire une liste à l'après-vert, mais ça peut être la suppression du 13e mois. Ça peut être revoir la structure de la rémunération, avoir en tête peut-être de maintenir le pouvoir d'achat des salariés en baissant le salaire horaire, mais en augmentant la durée du travail, si le cas échéant, ça peut répondre à la problématique. Tout un tas de facteurs. On a listé tout un tas de sujets. Voilà, c'est ce qu'on a sur la table. L'idée étant, et ça c'est la clé, d'arriver à convaincre les organisations syndicales qu'on est dans une démarche où on va demander des efforts aux salariés, mais pour éviter quoi? Pour éviter la suppression d'emplois. Contrainte. Donc, est-ce qu'on est capable? Cette réunion, elle vise à ça. Est-ce qu'on est capable, moyennant, on se fixe un calendrier de négo, on discute des à côté, c'est de quoi vous avez besoin pour travailler, est-ce que vous avez besoin de recourir à l'expert, est-ce que vous avez besoin d'avoir un vecteur de communication, parce que la clé dans ces sujets-là, et c'est ça que je voulais tout à l'heure placer, mais je vais le faire là, parce que je suis un malin, c'est que c'est ce type d'accord, et c'est ça qui révolutionne le dialogue social, c'est que c'est plus des négos comme on a pu avoir par le passé, qui se passent entre les représentants des syndicats, le représentant de l'employeur. Si là, vous n'actionnez pas directement un lien, un arbre de transmission direct avec les salariés, c'est aux salariés que vous allez demander de faire des efforts. C'est les salariés qui vont valider, in fine, est-ce qu'on est OK pour sacrifier, même temporairement, parce qu'il y aura un débat là-dessus, est-ce que c'est temporairement sur ces aspects-là? Est-ce que comment on met en place un système qui permet de restituer ces avantages quand la situation va mieux? C'est ça la discussion. Et si vous allez sur ces terrains-là, si vous mettez en relief une difficulté qui est crédible, des efforts qui peuvent être ponctuels et un mécanisme, parce que l'APC, c'est aussi ça, un mécanisme, et nous, on prépare nos clients à ça. Ne pensez pas que vos organisations syndicales vont dire OK, on supprime ça, on supprime ça. Non, ils vont dire OK, on le fait, mais on le fait parce qu'on pense qu'on peut aller mieux dans quelques temps. Et si on peut aller mieux dans quelques temps, on discute des fameuses clauses de retour à meilleure fortune. C'est comment on inverse la tendance. On fait un pari sur ça, on fait des efforts, mais il faut aussi que l'employeur soit capable de faire deux choses. Un, avoir une trajectoire de retour de certains avantages, et deux, et c'est pour ça que les APC ont mauvaise presse, c'est que si, malgré les efforts, et c'est pas un tabou de le dire, on fait un pari que ça va s'améliorer, mais si ça ne s'améliore pas, il faut intervenir très rapidement. Il faut ressaisir ses partenaires sociaux et dire, je suis désolé, mais malgré les efforts, la situation se dégrade de nouveau. Quand les affaires sur les APC ont été médiatisées, c'est que les employeurs qui ont vu que ça se dégradait ont préféré rien dire, ont préféré aller au bout de la démarche, au bout de la durée d'application des APC, et quand elle a été atteinte, ils ont dit voilà, maintenant on va faire autre chose, des suppressions d'emplois, des fermetures de sites. Et c'est ça qui a irrémédiablement cassé la confiance et qui a permis à ceux qui sont des grands opposants aux APC d'en faire mauvaise presse. Mais cette réunion zéro, elle est Merci beaucoup Didier. Marie, sur ce sujet, tu voulais compléter? Non, de toute façon, on est parfaitement aligné avec Didier. Clairement, il faut de la méthode. Il faut de la méthode quand on est sur des sujets qui sont complexes. On est sur de l'articulation des dispositifs. C'est ça aussi qu'on constate. C'est effectivement, il y a plein de dispositifs, mais concrètement, déjà, certains, notamment sur l'activité partielle, a beaucoup évolué. Pour les RH, il faut une montée en ingénierie sociale qui est très forte. Il faut des tactiques de négociation qui soient également fortes. Donc, il faut de la méthode. C'est pas on y va comme ça et puis on voit ce qui se passe. Enfin, concrètement, de toute façon, ça n'arrive jamais. Mais là, c'est des négociations qui sont extrêmement délicates. Il faut de la méthode et de la transparence et de la conviction. Si on n'a pas ça, ça va pas marcher. Donc, la méthode, il y a la réunion zéro, il y a l'accord de méthode, il y a un certain nombre de crans, voilà, enfin, d'éléments à cranter pour pouvoir espérer y arriver. Dans les réactions, j'ai des remarques ou des questions autour de la réunion zéro. Est-ce que vraiment la réunion zéro, c'est une seule réunion pour faire tout ça? Tout à l'heure, vous avez parlé de solutions qui traitent du conjoncturel, donc de la crise. Et je pense que là,
les partenaires sociaux n'ont jamais cessé de communiquer autant pendant cette crise. Hein. Je pense que les DRH n'ont jamais été aussi près de leurs syndicats et de leurs représentants du personnel pour traiter des sujets chauds. Il y a la question du rebond. Donc, on ne sait pas quand c'est le rebond d'ailleurs. Hein. Il y a eu un rebond et il y en aura peut-être un autre. Et donc, voilà, on est dans une oscillation. Et puis, il faut essayer de garder la vision, le cap. Donc, c'est 3 temps un peu différents. Est-ce que, quand tu dis, Marie, méthode, est-ce que ces 3 sujets-là, ils sont toujours présents? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on travaille bien sur ces 3 temps-là? Est-ce qu'on essaie de les articuler? Est-ce que c'est ça que vous observez aujourd'hui dans les méthodes de travail? C'est ce qu'on essaie de faire, oui, effectivement. Je pense qu'il y a la question du conjoncturel, du structurel qu'il faut adresser, il faut être transparent. Qu'est-ce qui ressort de problèmes de compétitivité précédant la crise du Covid-19? Qu'est-ce qui ressort de problèmes liés à la crise du Covid-19? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quelles vont être les conséquences si on ne met pas ça en place? Et voilà, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donner de la visibilité et donner une histoire, en fait. C'est concrètement, il faut que les collaborateurs comprennent ce qui se passe et il faut que les organisations syndicales puissent leur expliquer aussi ce qui se passe. Donc, si on ne communique pas, si à un moment l'histoire n'est pas claire, s'il n'y a pas de transmission d'informations, ce sera très difficile d'avoir des organisations syndicales qui vont devoir signer des textes sans être en capacité d'aller les porter auprès de leurs collaborateurs. Parce qu'aux prochaines élections professionnelles, celles qui auront refusé de signer les textes, ce sera quand même plus facile. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. On essaie d'être respectueux puisque les agendas des uns et des autres sont contraints, donc respectueux du temps. Néanmoins, j'ai une dernière question pour vous. Elle est presque plus personnelle. Dans votre rôle d'accompagnateur, de DRH, de direction d'entreprise, et en tant que personne, on a vécu des choses incroyables et on va continuer à en vivre dans cette période exceptionnelle et difficile, vraiment très difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou surpris dans votre action au quotidien avec vos clients? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec vos auditeurs qui vous a vraiment marqué? Moi, j'ai peut-être un cas de figure sur un APC. On avait un client, on a un client qui donc on a mis en place une négociation. Alors au début, on s'orientait plutôt, on avait adressé un panel de solutions dans le cadre de nos fameuses réunions zéro. Donc on pensait qu'on allait plutôt aller vers un APC parce qu'on aurait certainement des choix qui seraient retenus, qui allaient entraîner des modifications du contrat de travail. Bon, à la finale, un accord de compétitivité entre guillemets suffit. Mais il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais qui a tenu à la personnalité du dirigeant, qui a pris à bras le corps cette négo, et qui avait un capital confiance auprès des organisations syndicales que nous on pouvait difficilement mesurer puisqu'on les accompagnait pour la première fois. Et en fait, il a tout mis sur la table. Il a tout mis sur la table. Il a dit voilà, moi je peux faire ça, ça me rapportera tant. Je peux faire ça, ça me rapportera tant. Il a listé. Et il a dit mais moi j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de temps. Voilà, pour passer le cap et être en ordre de marche pour pouvoir… Transparence et honnêteté intellectuelle. Totalement transparent. Alors, il a eu le droit, quand il a fait la liste, à une petite incompréhension des organisations syndicales, voire une mise en scène un petit peu pour pouvoir dire, voilà, on a été combatif. Il a eu une petite grève qui n'a pas duré longtemps. Et puis derrière, tout le monde a maintenu sa posture. Il a maintenu sa posture. Ouais. Non seulement il a maintenu sa posture, mais les organisations syndicales se sont tournées vers les salariés en leur disant vous achetez, qu'est-ce que vous êtes capable d'acheter là-dessus? Et en fait, ils ont coché les cases pour aller atteindre la cible qu'il avait posée. Et l'accord a été conclu. Et ça, c'est une démarche pour laquelle, franchement, c'était remarquable, mais qui tient à plusieurs facteurs. Un, la compréhension des organisations syndicales du fait qu'il fallait se tourner vers les salariés, ce qui n'est pas toujours évident chez les organisations syndicales, mais qui tient aussi à la réforme de la représentativité. Moi, j'aime bien dire qu'il y a quelques années, quand la représentativité n'existait pas, y compris on avait des organisations syndicales, des syndicaux même, qui me disaient mais moi, je n'ai pas besoin d'adhérents. C'est pas ça qui… j'ai pas besoin de l'avis des salariés, c'est pas ça qui me fait avancer. Là, tout ça a changé. Peut-être aussi. Merci beaucoup. Je pense que l'expérience de Didier, ce que vient de raconter Didier, c'est assez manifeste. C'est compliqué, hein. La période est vraiment très très compliquée. Franchement, oui, quand on a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut intervenir, il y en a qui sont quand même plus faciles que d'autres. Sur les sujets de compétitivité, c'est les sujets les plus durs, bien évidemment.
Mais par rapport à la communauté RH, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une volonté de trouver des moyens de s'en sortir qui est très forte. C'est pas du tout de la flagornerie, c'est pas mon genre. Donc concrètement, on a voilà il y a eu un temps de sidération. Hein. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça part dans tous les sens et ça, c'est compliqué à gérer. Mais quand même, un certain nombre de membres de la communauté RH cherchent vraiment à trouver des solutions qui soient le plus pérennes possible parce que concrètement, les conséquences économiques de la crise sanitaire sont monumentales. Merci beaucoup à vous deux pour cette contribution et ce regard. Je sais que vos agendas sont extrêmement chargés et donc trouver une heure de partage, c'était pas évident. Donc vraiment un grand merci à vous deux. Pour nos auditeurs, bien évidemment, on va partager la présentation. Elle vous sera adressée par notre digital manager Athéna sous peu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures et beaucoup de sujets qui animent la communauté RH. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci beaucoup à nos experts. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir beaucoup. Au revoir.